Hey, salut les dessineux, j'espère que tout va bien pour vous. Dans cette vidéo, je vais corriger le dessin d'un élève, enfin d'une élève, puisqu'il s'agit de Paulette. Paulette, si tu m'entends, bonjour. J'étais en train de me dire qu'il serait bien de faire des vidéos de temps en temps de correction d'élèves, ou de corrections que je prends sur la communauté par exemple, ou sur le forum, des corrections de dessin, aléatoirement. Ici, Paulette avait des difficultés avec les systèmes de lignes de fuite, des points de fuite, et je sais que certains d'entre vous aussi, donc je vais en faire profiter tout le monde, et aujourd'hui, je vais vous offrir cette correction. Sur ce premier dessin, Paulette a eu des petits soucis de ligne de fuite. Je pense qu'elle a pas tout à fait saisi ce qui se passait ici sur cette scène, avec des bâtiments, etc. Donc on va regarder ensemble ce qui s'y passe. De façon assez basique, c'est une scène où il y a des immeubles, les uns à côté des autres. Pour moi, il s'agit plus d'une vue à un point de fuite. Donc, plutôt qu'à 2 points de fuite. Et ce que certaines personnes n'ont peut-être pas compris, c'est que les points de fuite, ils se décident pas, en fait. Quand vous êtes dans la rue, quand vous êtes en train d'observer quelque chose, c'est pas vous qui allez décider des points de fuite. D'accord? Qu'on soit bien d'accord avec ça. Si c'est une structure parallélépipédique ou cubique, il va falloir comprendre ce qui se passe dans la perspective de cet objet-là précis. Chaque objet qui va être orienté d'une certaine façon va, bien sûr, évidemment, avoir une perspective différente. Oui, si on devait partir de zéro et dessiner d'imagination, oui, effectivement, on pourrait prendre ces points de fuite, par exemple. Donc ici, vous avez vu qu'il y a 2 points de fuite, 1, 2, mais c'est des points de fuite qui ont été choisis aléatoirement. D'ailleurs, on ne sait même pas d'où ils viennent, et on ne voit même pas où est en fait la ligne de vision. Si l'observateur est posé sur le sol, que sa ligne de vision, c'est-à-dire le niveau de ses yeux, arrive à hauteur de 1m80 par exemple, ou 1m70, ce qui va se passer, c'est qu'il va arriver peut-être un petit peu au-dessus de cette porte. En fait, il est fort probable que la ligne de vision soit à peu près... Donc là, vous avez vu que le dessin a mal été pris en photo, hein, il est un petit peu de travers. Il n'a pas été pris de face d'ailleurs. Donc avant ça, première chose que je vais faire, c'est redresser le dessin. Et souvent, quand je corrige les dessins, souvent ils sont mal pris en photo. Donc il y a un outil qui s'appelle outil de correction de perspective par recadrage sur Photoshop. Donc vous pouvez l'utiliser pour, quand vous êtes au musée par exemple, et que vous prenez une photo, vous pouvez l'utiliser pour redresser votre photo. Donc ça marche comme ça. Déjà on cadre, et ensuite on va déformer selon la perspective. Donc ici il s'agit d'une perspective, je pense que Paulette en prenant sa photo était un tout petit peu trop penchée en arrière. Donc je vais redresser ça, et d'un coup, le dessin va apparaître un petit peu plus correct. Ensuite, je prends l'outil de trait, et je vais déterminer, d'ailleurs j'ai déjà fait là, j'ai déterminé ma ligne de vision. Ma ligne de vision, elle arrive à peu près, si on est, pour un individu qui est debout, ça arrive à peu près au-dessus d'un portail. On peut se dire ça, à peu près, ok? Donc, pour des habitations qui sont sur le même sol plat que l'observateur, on va se dire, eh ben, les points de fuite de ces immeubles vont être aussi sur la ligne de vision. Donc ils peuvent pas être aussi bas là, ils peuvent pas être au niveau du muret là, au niveau de la base du muret, c'est peu probable. Ensuite, il faut regarder les immeubles comme ils sont, c'est-à-dire que là ici, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe là, comme une espèce de perspective à un point de fuite. Donc je pense que tous les immeubles ici sont faux. Et notamment ici, en premier plan, à cette maison-là. Alors là, je ne sais pas ce qu'elle fait là, mais il se passe quelque chose de bizarre ici. Ok? Donc, imaginons que je prends maintenant... Je vais prendre un autre exemple. Imaginons maintenant que je prends... Donc, sur la bonne ligne de vision, ici, le deuxième point de fuite, et ici, là, le premier point de fuite. Ok? Je les ai juste décalés sur la ligne de vision. D'accord? Donc, 1 et 2. Maintenant que j'ai ces 2 points de fuite, je vais tirer des lignes. Donc, on va en prendre pour l'instant juste 4. 1, 2, 3, 4, d'accord. J'essaie de faire en sorte que ça tombe à la verticale de l'autre, cette intersection-là. Là, je vais tirer une droite, ici, voilà. Ça, ce sera le segment qui va déterminer l'arête la plus proche de nous, la plus proche de l'observateur. Et à partir de là, je peux tirer une autre droite, et ici, une autre verticale aussi. Ok, donc là j'ai tous les segments, normalement de mon parallélépipède rectangle, qui peut déterminer un immeuble à 2 points de fuite, ok, avec ces points de fuite là. Donc là je peux rejoindre bien sûr le reste. Là derrière c'est la partie cachée de l'immeuble, ok. Donc si je devais redessiner le tout par-dessus avec une autre couleur, ça donnerait quelque chose comme ça ici, 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 ok, là... Là, ici. Bon, je fais ça à la tablette, hein. J'essaie d'être précis, mais...
Voilà. Et derrière, là, ici, il y a les segments cachés, évidemment. Ceux qu'on voit pas. Maintenant, si je veux représenter le toit de cette structure, ce que je peux faire, c'est tirer une droite. Je vais agrandir un petit peu la zone de travail ici. Ok, donc ça, vous pouvez faire ça sur une feuille, hein, c'est exactement la même chose. Je vais remplir ça de blanc derrière pour qu'on y voit un petit peu mieux. Et je vais tirer une droite à la verticale du point 1. Ok. En noir si possible, merci. On y verra peut-être un petit peu mieux. Et ensuite, je viens prendre donc un point d'intersection là-haut. À n'importe quel angle, hein, là c'est aléatoire, hein, je prends n'importe quel exemple, mais par contre il faut que ce soit consistant au niveau des points de fuite ici. D'accord. Et là je vais choisir une profondeur par exemple pour mon toit. Donc je vais choisir cette profondeur là. Et il faut bien sûr que ça rejoigne sur cette façade là, du côté droit de l'immeuble là, il faut que ça rejoigne bien sûr le point 2. Point de fuite 2. Et voilà, là on a décidé d'un toit. Après il suffit de tirer une droite de l'autre côté. Donc là, le toit n'est pas droit. Si j'aurais voulu un toit droit, et il aurait fallu que je parte donc de l'intersection de ces arêtes là, qui déterminent, en fait, qui sont les diagonales de cette face, la face de gauche. Je tire une droite ici, et après je choisis mes points d'intersection, par exemple ici, et là j'ai juste à tirer une droite vers 2, ok, et il faut que le deuxième point arrive au même endroit que le premier, donc ici, voilà. Et là je sais que les deux parties sont égales maintenant. Voilà, là j'ai un vrai toit, enfin un vrai toit, et en tout cas il est droit. Voilà, ça c'est pour les deux points de fuite. Donc maintenant je reviens sur le dessin, et je sais pas pourquoi Paulette a fait ça, mais je pense qu'elle a cru qu'elle pourrait construire des immeubles avec ça, mais je pense qu'elle n'a pas compris qu'il s'agissait en fait d'un point de fuite, et d'ailleurs c'est même pas un point de fuite, parce que si on devait tirer les lignes, imaginons que les façades avant et arrière de l'immeuble soient de la même hauteur, si on tire une ligne de fuite comme ça par là-bas, et si on tire une ligne de fuite comme ça par là-bas, on se rend compte que ça converge vers rien du tout en fait. Il s'agit d'une espèce de perspective isométrique pas très bien comprise finalement. Donc là, ce qu'il aurait fallu faire, c'est... Ça ressemble plutôt à une perspective à un point de fuite. Donc toujours sur la ligne de vision, je vais prendre un point de fuite, ici par exemple. Et là, je peux tirer une droite qui passe par là. Ok. Je peux tirer une droite qui passe par là. Et là, ce qui va se passer, c'est ça. C'est-à-dire que cette façade-là, elle est ok. Il n'y a pas de problème, on peut partir du principe que cette façade-là est bonne, et juste. Ok. Sauf que là, il faut tirer une droite là. Et ici, maintenant, il faut choisir juste une profondeur pour cet immeuble. Donc la profondeur, ce sera ça. Et la face arrière, elle va ressembler plutôt à quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, on voit là ce qui se passe au niveau de la facette arrière. Ici. Ça, elle arrive ici, en fait. Ok. Donc, si je devais redessiner tout ça, la première façade devant est visible et celle-là. D'accord. Ça, c'est la profondeur de l'immeuble. Ou de la structure, ok. Et là, derrière, c'est tout le reste. Donc je le fais en pointillé, hein, comme d'habitude, mais là, derrière, c'est tout le reste. Et c'est tout à un point de fuite. Et pour représenter le toit, il suffit de faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire tirer deux diagonales ici, prendre la verticale, peu importe, on va choisir la même que Paulette, là. Et puis, on va finir notre toit, comme ça. Si on a envie de choisir un point de référence à partir du point 2 ici, on choisit une hauteur ici, par exemple là. Ça va déterminer en fait l'angle de notre toit. Donc cette droite là, on peut l'enlever si on veut. Voilà, on va déterminer cette hauteur là pour le toit. Ici, là, voilà, comme ça on sait que c'est divisé en deux. Et voilà. Donc, je vais redessiner par-dessus pour que ce soit plus clair pour vous. Donc ici,
ici, et ici. Voilà, là on a notre toit. Et vous pouvez faire exactement pareil pour les autres. Ici, là, une structure vue de... Là, cette structure ici, par exemple, c'est intéressant parce que c'est une erreur qui revient souvent chez les débutants. En fait, on a une structure... Alors déjà, c'est doublement faux parce que on a une structure qui est censée être parallélépipédique, d'accord? Même si le toit est, on va dire, penché. Si on devait prendre le parallélépipède qu'il y a sous le toit ici, ça donnerait quelque chose comme ça, ok? Donc si je pars de ce principe-là, hein, donc ça je peux y effacer. Mais juste pour qu'on comprenne ce qui se passe. Première règle de la perspective, plus on regarde loin dans la perspective, et plus on va voir les choses petites. Donc en fait, il va forcément y avoir un phénomène de convergence, d'accord? Et pas de divergence. C'est impossible qu'il y ait une divergence, à moins de regarder ça avec un objectif extraterrestre, d'accord? Donc ce qui va se passer tout le temps en perspective, c'est ça. Ça va aller converger vers un point de fuite. On peut pas avoir le contraire en fait, c'est quasiment impossible. Encore une fois, il faudrait un objectif spécial pour voir ça. Et je sais pas s'il a été déjà inventé par... En trois dimensions sur un logiciel, on pourrait avoir ça. Mais en réalité, je crois pas que ça existe. Ou alors, il faudrait que vous me montriez ça. Parce que... Voilà, là déjà c'est plus crédible. Mais ce serait pour quelque chose vu... Ce serait pour un parallélépipède vu de dessus. Et comme cet immeuble-là, cette structure-là, elle est posée au sol, il y a fort peu de chances qu'on voit ça en fait. À part si la ligne de vision est au-dessus de cette structure. Mais la ligne de vision, on a vu qu'elle était par ici, ok? Donc il y a peu de chances que ça arrive comme ça. Donc pour corriger cette structure-là, il aurait fallu en fait ramener vers un point de fuite. Si on est parti sur un point de fuite et que tous les immeubles sont parallèles et côte à côte, on aurait pu partir. Je vais faire ça avec un trait comme d'habitude. Comme ça. On choisit une hauteur ici. D'accord? On anticipe le fait qu'il y ait une largeur pour ce mur, donc le trait là ne peut pas arriver ici, c'est impossible. Le trait de la base du mur est forcément plus derrière, donc il va être ici. Voilà, là on a notre première façade déjà, enfin en tout cas on a notre première arête, celle qui est la plus proche de nous. On peut faire la façade qui est parallèle à nous, bien qu'elle commence à être un petit peu loin de l'observateur, donc une déformation comme ça pour une vue à un point de fuite, ça commence à être un petit peu bizarre, d'accord? Donc j'aurais tendance à plutôt... ramener cette façade ici. Et à construire ce qu'il y a derrière. Voilà, je repasse par-dessus rapidement pour voir les faces visibles de l'objet. Mais voilà, ça se passe comme ça chez McDonald's. Voilà, ça ressemble à ça. Ok, on va passer à un deuxième dessin pour voir s'il y a d'autres erreurs qu'on peut corriger. Voilà un deuxième dessin de Paulette. Alors là, c'est un petit peu plus juste. Maintenant, on est bien à 2 points de fuite. La ligne de vision est bien choisie. On sent qu'on est dans une vue de relativement haut par rapport au sol. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Les deux problèmes flagrants qu'il y a ici, c'est le premier, le fait que les 2 points de fuite soient très rapprochés. Donc, on peut rapprocher les points de fuite comme ça, il y a beaucoup d'auteurs de BD qui utilisent ça, c'est comme si en fait on utilisait un objectif grand angle. On va voir plus de choses que la vision humaine, on va avoir l'impression que plus on va loin et plus ça semble petit et plus on est près et plus ça semble grand. Vous avez dû le voir sur certaines photos d'auteurs ou sur internet, vous avez dû voir ça, ce phénomène. Quand vous approchez votre nez de l'objectif, votre nez paraît grand, ou si vous approchez votre front, le front paraît grand. Et souvent moi sur les photos, quand on me prend en photo avec ça, j'ai l'impression d'avoir un pif énorme. J'imagine que vous aussi, vous vous êtes déjà marré avec ça. Si c'est pas le cas, franchement faites l'expérience, ça fait vraiment vraiment rigoler. Surtout avec un objectif fisheye à entre 10 et 18 mm, vous allez voir, c'est écœurant. Donc on peut avoir des points de fuite comme ça, encore une fois, mais mieux vaut les déplacer un petit peu plus, les écarter un petit peu plus. Et quand vous sentez que tout a l'air un petit peu avec des angles très aigus, là, au niveau de ces angles-là, ici, par exemple, si je prends la base de cet immeuble, si vous avez l'impression que cet angle-là est très aigu, peut-être qu'il n'est pas vraiment dans la vision humaine, d'accord? Il faudrait ramener ça à une vision humaine, et la vision humaine, vous pouvez la déterminer par un rond, par exemple. Donc par exemple, ici, vous pouvez vous dire, dans une vision humaine, il y aurait que ça de visible, par exemple, ok? Si on prend tout ça,
ça veut dire qu'à un moment donné, on a regardé à travers un objectif ou autre chose, en tout cas quelque chose qui déforme la vue. Et peut-être que c'est la vision d'un animal, peut-être que c'est la vision d'un insecte ou d'un animal qui aurait un champ de vision supérieur au nôtre. Mais nous, les humains, malheureusement, enfin, ou heureusement, je sais pas trop, on est plutôt adapté à cette vision-là. Ici, il y a peu de chances qu'on voit le bas de cet immeuble ou le haut de cet immeuble ici en même temps. On pourrait bouger notre champ de vision, la perspective ne changerait pas beaucoup. Juste en bougeant la tête comme ça, la perspective changerait un petit peu bien sûr, mais ne changerait pas beaucoup, et on pourrait voir le haut de l'immeuble, et en bougeant les yeux ou en bougeant un peu la tête, on verrait le bas de l'autre immeuble. Encore une fois, si on est en hélicoptère, on pourrait s'approcher de la scène, et on verrait encore beaucoup moins de choses. Si on s'approchait de la scène, on a encore moins de chances de voir le haut de cet immeuble et le bas de cet immeuble. Pour voir le tout, il faudrait, avec la vision humaine, il faudrait s'éloigner de la scène pour voir le tout. Faites confiance à votre œil. Il y a une technique, je vais pas la développer ici parce que c'est pas super important, faites juste confiance à votre œil. On va pas dire que c'est une erreur de perspective parce que c'est pas vraiment une erreur. On va juste dire que c'est pas adapté à la vision humaine, voilà. Il faut à chaque fois recentrer sur ce qui se voit dans la vision humaine. Donc si c'est une case de BD par exemple, et vous avez fait un décor, ce qui va se passer c'est que vous êtes obligé d'adapter ça à la vision humaine. Et pour adapter ça à la vision humaine, enfin, ou pas, hein. S'il s'agit d'un manga que vous avez envie de donner des effets bizarres, mais bon, si c'est une scène calme où il n'y a aucune raison d'ajouter ce genre d'effet, ça ne servira certainement à rien pour la narration. Donc, il faut revenir, vous choisissez votre case en fonction de ce que la vision humaine peut voir. Et je peux par exemple prendre cette case-là, par exemple, d'accord? La deuxième erreur qu'on retrouve dans ce dessin, c'est une erreur d'homogénéité du dessin, en fait. Souvent, quand on débute et qu'on essaie de tracer des lignes de fuite dans tous les sens, on en trace trop, on ne cible pas assez les objets. Ça, c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage. Mais donc, notre ligne de vision est ici, notre premier point de fuite est là, et notre deuxième point de fuite est là. Ok? Si, maintenant, on trace des lignes de fuite pour cet immeuble-là, par exemple. Ok? Donc, on va en tracer 4, on va s'arrêter exactement sur l'immeuble, ce sera plus simple. Et ce qui va se passer ici, c'est que souvent on se dit, eh ben, on trace ça rapidement, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne s'agit plus d'une vue à un point de fuite, là c'est 2 points de fuite. Donc la façade de droite, il faut qu'elle respecte la perspective, et la perspective, elle est là-bas. D'accord? Donc il faut rejoindre de l'autre côté là-bas. Le deuxième point de fuite. Et ce qui se passe, c'est que si on regarde l'immeuble comme il est fait là, ça va sembler vraiment bizarre au niveau de la perspective, parce que je vais repasser sur les traits, mais vous allez voir, il va y avoir un problème de perspective. Ici, considérant que ça c'est vertical, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux, mais donc ça c'est la forme de notre objet. J'ai repris les verticales qui sont pas vraiment verticales sur ce dessin, mais je les ai reprises. Vous avez vu comme cet angle est bizarre là? Celui-ci, il y a peu de probabilité que l'immeuble soit aussi grand que ça dans la scène. Donc pour un immeuble aussi grand, il ne faudrait pas le rapprocher de l'horizon autant parce qu'il serait infiniment grand presque. D'accord? Il faudrait le ramener un petit peu ici. Et si c'était un vrai immeuble, il semblerait beaucoup plus petit sur la scène. Donc il y a peu de chances qu'il soit aussi grand et que les fenêtres soient aussi grandes avec ce genre de perspective-là. Ok? Donc pour cette partie-là, par contre, c'est plutôt crédible. Et encore, cette maison-là paraît pas crédible. Première règle de la perspective, rappelez-vous, si c'est des maisons de même taille, il y a peu de chances que ces maisons-là soient aussi grandes que celle-là. Et là, elles paraissent vraiment trop grandes. Donc ça, c'est la règle numéro 1. Vous pouvez pas faire sans cette règle-là. C'est la première chose à regarder. Plus on s'éloigne du point de vision, plus on s'éloigne de l'observateur, et plus les objets vont paraître petits. C'est la base. Donc ici, pour cette rangée d'immeubles-là, je vais prendre une ligne de fuite, ça suffit. Là, on a le premier segment ici pour cet immeuble-là. Et je vais utiliser donc ces 2 repères-là, ici. Donc si je fais un premier immeuble ici, et considérant le fait que tous les immeubles sont de la même largeur, par exemple, ou toutes les maisons sont de la même largeur, ce que je peux essayer de faire, c'est de me dire par exemple, eh ben, les maisons elles sont séparées, ou les maisons et les immeubles sont séparés de, je sais pas, d'une largeur de maison par exemple. On peut décider ça. Donc là je vais prendre le milieu de ce segment-là, ici. Je vais tracer une droite, une ligne de fuite qui part de là. Je vais prendre une première largeur d'immeuble en partant de ce coin-là par exemple,
et en passant par l'intersection de la droite que je viens de trouver, d'accord? Là, je suis sûr que cette distance-là est égale à cette distance-là. Là, je trace la verticale qui va déterminer en fait la façade de cette maison-là. Si cette maison-là fait cette hauteur-là, bah, je vais partir de là et je vais tracer une ligne de fuite comme ça. Et pareil, là, je voudrais une largeur d'immeuble dans la perspective. Donc je refais exactement la même technique que tout à l'heure. Et là, j'ai trouvé, ici, la hauteur et la largeur de ma façade. Et là, il faut continuer cette technique tout du long. Et là, vous pouvez être sûr que ces maisons-là vont paraître beaucoup plus petites. Voilà. C'est la technique utilisée, c'est relativement simple. Et pour les fenêtres, c'est pareil, il faut rester consistant. Donc si vous êtes parti sur ce modèle-là de perspective, par exemple, pour les deux fenêtres là qu'on voit ici sur cet immeuble-là, il faudra tracer deux lignes de fuite. Ok. Et là, après, on peut les séparer comme on veut, hein, mais au moins deux lignes de fuite. Et après, il faut se... Si on veut aller vite, hein, par exemple, sans vraiment tout mesurer, il faut au moins se dire que la première fenêtre ressemblera à ça, d'accord? Et après, on peut se dire qu'il y a un écart de deux fenêtres, donc par exemple 1 et 2, avant d'atteindre la deuxième, ok? En traçant des verticales bien verticales, et ensuite, encore une largeur de fenêtre derrière. Donc là, si je devais redessiner par-dessus, ça donnerait ça, 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 d'accord? Et après, je me sers des verticales que j'ai trouvées par exemple pour la deuxième fenêtre ici, pour tracer les autres. Ici, ok, et ici. Et ça me permettra d'avoir déjà des intersections si je me sers d'autres lignes de fuite rapidement. Ça me permettra déjà d'avoir ma construction déjà de faite. Voilà, là j'ai trouvé deux autres fenêtres ici. Une et deux. Voilà, j'espère que cette correction vous a plu, et puis nous on se retrouve pour d'autres vidéos bientôt. Aussi, je voulais vous annoncer que ma nouvelle formation sur les couleurs vient de sortir, donc je suis très très content parce que j'ai déjà plein d'élèves qui sont rentrés dans la formation, dont 2 ou 3 qui ont déjà commencé la formation en début de semaine et qui ont adoré, donc j'ai eu plein de bons retours concernant cette formation, c'est super. Je suis super content, donc profitez du prix de promotion jusqu'au 1er mai là, après ce sera fini, après ça repassera au prix normal. Si vous souhaitez d'une manière ou d'une autre m'aider dans ce que je fais pour les internautes, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo, et aussi, vous pouvez aussi me soutenir financièrement, même si vous n'avez pas beaucoup de moyens. On a adapté avec mon assistant 2 formations pour l'instant, donc une 3e qui arrive là, en livre numérique, donc petit prix, il y a plus de 300 pages par livre numérique. Le premier est passé numéro 1 sur les ventes Amazon en art et loisirs, donc je suis super content pour ça. Je remercie vraiment tous ceux qui m'ont soutenu jusqu'à présent, qui m'ont soutenu depuis 4 ans à faire ce blog et non-stop, et c'est vraiment génial cette aventure. C'est fatigant, c'est éprouvant, mais ô combien génial de voir ces élèves évoluer, de voir les internautes aimer ce que je fais, c'est génial. J'ai pas de mots pour vous, donc 1000 merci, 1000 bisous, sincèrement. Donc vous trouverez les liens de mes 2 livres numériques en bas de cette vidéo. Le premier qui va vers ma formation débutant, et le deuxième qui va vers ma formation croquis qui est encore plus gros. Je dis encore plus de choses dans la formation croquis apparemment, donc il y a 300 et quelques pages, pour un prix modique. J'ai essayé d'adapter le prix à tous les budgets, et vous ne trouverez certainement pas autant de contenu à ce prix-là nulle part ailleurs, ça je peux vous le garantir. Merci encore à vous pour votre soutien, moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Comme là je viens de sortir une formation, ça va être plus facile pour moi pour diffuser d'autres contenus. Il y a un article qui arrive bientôt sur le dessin de portraits rapides, ce que j'adore faire moi en ville, quand je vais en ville ou quand je vais dans les transports en commun. Et puis il y a 2-3 autres vidéos gratuites sur YouTube qui vont aussi tomber à la fin de ce mois-là ou en début de mois prochain. Donc ça devrait arriver rapidement, j'espère que vous suivrez. N'hésitez pas encore à partager la vidéo, ça fait vraiment plaisir. Moi je vous dis à plus, bye bye.